Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnel et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui dans son travail quotidien en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode durant lequel nous réfléchirons à travers le parcours de Marc Lassagne, enseignant-chercheur que nous accueillons aujourd'hui, à la place des sciences sociales dans une formation d'ingénieur. Bonjour Marc Lassagne. Bonjour. Marc Lassagne, vous êtes maître de conférences à Arts et Métiers, où vous assurez notamment depuis 2005, dans le cadre du programme Grande École, des enseignements à destination des élèves ingénieurs sur des domaines tels que le management stratégique, la responsabilité sociale d'entreprise, la théorie des organisations, la supply chain et l'analyse de la décision. Diplômé de Sciences Po Paris, section Service public, et de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, section Sciences économiques, vous êtes aussi ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan, lauréat de l'agrégation d'économie-gestion et docteur en sciences de gestion. Vous êtes co-directeur avec le professeur Frédéric Gauthier de l'IAE de Paris, du parcours de diplôme national de master, sciences de la décision et management des risques, et directeur du master spécialisé manager des risques, dans lequel vous assurez également des enseignements. Vous êtes membre du laboratoire de conception-fabrication commande, situé sur le campus de Metz. Vos travaux de recherche portent sur le management des risques industriels, sur la santé et la sécurité au travail, et plus généralement sur l'intégration de l'incertitude dans les processus de management. Vous avez dans ce cadre travaillé avec de nombreuses entreprises et institutions, telles que le Bureau Veritas, EDF, Bouygues, Liber, JC2Co, Q Associés, le CEA ou encore Chrysotech. Vous êtes en train de développer avec Laurent Dehoucq, de l'École normale supérieure de Rennes, une chaire Arts et métiers pour l'industrie du futur, intitulée Management global des risques et des crises. Bienvenue Marc Lassagne dans ce podcast. Merci Carole de l'invitation. Alors que signifie Marc Lassagne être enseignant en sciences sociales dans une école d'ingénieurs comme Arts et métiers? Je pense en fait qu'il y a 3 enjeux majeurs pour un enseignant en sciences sociales à Arts et métiers. Le premier d'entre eux, c'est d'arriver à articuler les enseignements en sciences sociales avec l'ensemble de l'expérience étudiante à Arts et métiers. Comme tout le monde le sait, les étudiants ont une vie associative riche et qui leur permet de progresser également et de se former aussi. Mais cette vie associative, me semble-t-il, doit être mise en perspective par des enseignements un petit peu plus théoriques qui leur permettent de faire sens finalement des expériences déjà de management qu'ils peuvent avoir dans ce cadre. Le deuxième enjeu, c'est de valoriser l'intelligence de la pratique qui caractérise la pédagogie arts et métiers. Il y a par exemple des interrogations de certains étudiants sur le fait d'avoir des TP en atelier dans une formation d'ingénieur supérieur. Je pense pour ma part qu'il faut laisser de côté la pseudo-séparation entre théorie et pratique. On peut le dire, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie et sans théorie, la pratique est aveugle. À la sortie, ce que je pense, c'est que finalement la pédagogie arts et métiers peut permettre de développer des compétences spécifiques et que les sciences sociales valorisent ces compétences et valorisent justement la compréhension de ce continuum entre théorie et pratique. Enfin, le dernier enjeu, c'est de favoriser la prise de recul critique des étudiants vis-à-vis de leur future posture d'ingénieur et des technologies qu'ils vont être amenés à utiliser, comme par exemple l'intelligence artificielle. Ils développent une expertise d'ordre technologique à travers leur formation, mais c'est tout le rôle des sciences sociales de comprendre que les décisions qu'ils vont être amenés à prendre par la suite peuvent avoir d'autres conséquences qui ne ressortent pas simplement de la question de l'expertise technologique justement, mais qui peuvent avoir un impact sur une question sociétale, par exemple. Au total, c'est une position qui est un petit peu sur la brèche, en fin de compte.
De nombreux étudiants sont séduits, compte tenu de la position et du prestige d'Arts et Métiers dans les classements des écoles d'ingénieurs, par exemple par des domaines comme la finance ou par une posture qui est purement managériale. Mon rôle, en tant qu'enseignant en sciences sociales, est, me semble-t-il, et peut-être un peu paradoxalement compte tenu de ce que j'enseigne, celui d'un gardien du temple. En fait, il s'agit de montrer aux étudiants qu'ils auront bien sûr à exercer des fonctions de management, et il faut leur donner quelques clés par rapport à cette future position. Mais à mon sens, il s'agit surtout d'essayer de leur montrer que leur identité d'ingénieur arts et métiers est ce qui doit guider leur action, et que c'est sur cette identité qu'ils doivent capitaliser. Et qu'est-ce qu'être responsable de 2 masters? À savoir le parcours de diplôme national de master sciences de la décision et management des risques et le master spécialisé manager des risques, sachant que cette dernière formation est depuis 11 ans à la première place de la catégorie gestion des risques, du classement et d'Universal. Ces 2 formations sont des formations cousines. La première d'entre elles, le parcours de diplôme national de master sciences de la décision et management des risques, a été créé en 1990 à l'École normale supérieure de Cachan et est devenu une formation ENSAM en 2004. Le master spécialisé manager des risques a été créé sous le nom Management global des risques en 2000, également à l'École normale supérieure de Cachan, et ensuite a basculé à Arts et Métiers en 2004. Ces formations sont cousines parce qu'elles partagent dans leur ADN finalement la question de la prise de décision dans l'incertain, et ce qui fait leur singularité et leur caractère unique en France. Toutefois, au-delà de cet ADN commun, ces 2 formations poursuivent des finalités différentes. Le parcours de diplôme national de master sciences de la décision et management des risques est une formation avant tout à la recherche et par la recherche. Le master spécialisé manager des risques, quant à lui, s'appuie sur un référentiel de compétences que nous avons conçu au regard des activités de risque manager et qui est inclus dans son référencement au sein du répertoire national des certifications professionnelles. Le parcours de diplôme national de master comprend des enseignements qui sont assurés exclusivement par des académiques, alors que 75% des enseignants du master spécialisé sont des professionnels. On pourrait multiplier encore les différences qui existent entre ces 2 formations, mais il me semble qu'elles se complètent en fin de compte. Au niveau du diplôme national de master, le public est majoritairement des étudiants de 3e année du programme grande école dans le cadre d'un double diplôme, master et diplôme d'ingénieur arts et métiers. Au niveau du master spécialisé, on a un public qui est beaucoup plus large et qui recouvre des étudiants, des stagiaires qui ont un background qui peut être d'ingénieur, qui peut être un background d'école de commerce, de management, de Sciences Po, un background militaire pour certains d'entre eux. À la sortie, les débouchés des 2 formations peuvent être relativement comparables dans une certaine mesure, même si le diplôme national de master sciences de la décision et management des risques prépare avant tout à une thèse de doctorat par la suite et à la recherche. Pourriez-vous nous parler du projet de chaire Arts et métiers pour l'industrie du futur, intitulé Management global des risques et des crises, et quels sont ses enjeux? Ce projet de chaire a une triple dimension. Bien évidemment, il s'agit d'une chaire de recherche donc, qui a pour but de mener des avancées scientifiques dans le domaine du management des risques et des crises. Mais l'idée est que ces activités de recherche se déclinent en enseignement à travers le pilotage justement des 2 formations que j'évoquais précédemment, mais aussi le développement de formations courtes dans le domaine. Et enfin, la 3e dimension, c'est celle de la valorisation industrielle des résultats de recherche auprès des entreprises. De manière générale, cette chaire a pour objectif de mettre en avant les activités d'arts et métiers en matière de management des risques, de leur donner plus de visibilité. Alors pas seulement mes activités, mais aussi les activités qui sont menées depuis de nombreuses années dans mon laboratoire avec une orientation plus industrielle, mais en les enrichissant également d'une perspective managériale. À l'heure actuelle, nous sommes en train de former le consortium. Nous avons eu plusieurs partenaires qui ont été identifiés, de secteurs très différents, des partenaires publics ou parapublics, des industriels, des sociétés de conseil également.
et qui finalement se complètent dans à la fois leurs besoins en matière de recherche, mais aussi en termes de terrain qu'ils peuvent apporter pour d'éventuelles expérimentations dans ce cadre. Ceci correspond bien à l'idée que finalement la question du risque est transversale. Et c'est vraiment ce qui guide cette chaire, tout comme d'ailleurs les deux formations que j'évoquais précédemment, que l'on ne peut pas raisonner en silo, on ne peut pas séparer la dimension financière de la dimension industrielle, de la question des crises, de la dimension environnementale, par exemple. Et à la sortie, il s'agit donc, à travers cette chaire, de proposer une fertilisation croisée entre sciences sociales et sciences pour l'ingénieur. L'accompagnement du montage de la chaire est réalisé par AM Valor, la filiale de valorisation de la recherche du groupe Arts et Métiers. En tant qu'enseignant-chercheur, vous faites partie du laboratoire de conception-fabrication-commande du campus de Metz. Comment est-ce que vous y menez votre recherche? Alors, tout d'abord, Carole, permettez-moi d'apporter une précision. Je fais partie de l'antenne parisienne du LCFC. Ah, très bien. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, au-delà de l'anecdote personnelle, c'est que mon laboratoire participe ainsi complètement de la logique d'établissement unique multisite d'arts et métiers. Ce rattachement est relativement récent, puisqu'il date de juin 2022. Et il s'inscrit dans l'articulation entre sciences sociales et sciences pour l'ingénieur, et ma recherche est ainsi complètement intégrée dans la dynamique du laboratoire. En effet, faire ma recherche au sein du LCFC m'a permis d'apporter de nouvelles approches à ce laboratoire, et ainsi d'asseoir ma légitimité un peu dans la même logique que j'évoquais, de fertilisation croisée entre sciences sociales et sciences pour l'ingénieur. Par exemple, assez rapidement, j'ai co-encadré avec des collègues du laboratoire un mémoire de recherche sur la question de l'intégration des biais cognitifs dans les processus de conception. Donc on avait d'un côté des collègues spécialistes de la conception et d'un autre côté, ce que je leur ai apporté, c'est vraiment une approche issue des sciences sociales qui traite de cette question des biais cognitifs. Nous avons ainsi pu co-construire une démarche qui montrait que nos deux approches se complétaient. En d'autres termes, qu'il était pertinent de réfléchir à la manière dont un concepteur pouvait éventuellement être influencé ou faire des erreurs en raison de biais cognitifs. À la sortie, ce mémoire de recherche a donné lieu à un article qui a été communiqué lors de la conférence internationale ISM, donc la conférence sur l'industrie 4.0 et le smart manufacturing, en novembre dernier au Portugal. Dans le même registre, je co-encadre également 2 thèses de doctorat. La première porte à nouveau sur l'intégration des biais cognitifs, mais cette fois-ci dans les exercices de simulation de crise. C'est une thèse en lien avec le CEA, co-encadrée avec le professeur Alicia Datt. Dans ce cadre, les sciences pour l'ingénieur, à travers les apports du professeur Alicia Datt sur la modélisation des processus par exemple, s'articulent complètement avec des éléments qui sont issus plutôt de la psychologie cognitive. La deuxième thèse que je co-encadre actuellement est une thèse CIFRE avec l'entreprise Chrysotech, co-encadrée avec le professeur Jean-Yves Dantan. La thèse porte également sur la gestion de crise, mais cette fois-ci, il s'agit de comprendre en quoi la science des données peut permettre d'améliorer les processus de création de sens dans les situations de crise. Là encore, on a d'un côté une approche de type sciences sociales, à travers le cadre théorique du sense-making, de l'autre, une approche en termes de sciences pour l'ingénieur, avec la question de la science des données, qui se complète parfaitement. J'ai également, depuis mon rattachement, déjà publié un chapitre d'ouvrage avec des collègues du laboratoire. Au total, ma recherche au sein du LCFC se fait donc dans une logique transversale, multidisciplinaire et d'enrichissement mutuel. Vous avez participé au think tank Arts et Métiers dans le cadre d'un rapport coécrit avec Stéphane Lapujoulade, que nous avons précédemment reçu dans ce podcast. Vous avez publié avec Stéphane Lapujoulade en mars 2019 donc ce rapport intitulé « Technologie, quel horizon pour les arts et métiers ». Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler les principales conclusions de ce travail et nous indiquer dans quelle mesure certains éléments ont déjà changé depuis 2019 ? Alors, je vous remercie tout d'abord de m'avoir rappelé que ce rapport a déjà 5 ans, alors que c'était hier pour moi. Juste avant de préciser les choses, un petit peu de généalogie par rapport à la constitution de ce rapport. J'ai rencontré Stéphane Lapujoulade
lors de commissions qui se tiennent annuellement pour sélectionner des étudiants arts et métiers qui souhaitent ensuite rentrer à Sciences Po. Stéphane Apujoulade est diplômé à la fois d'arts et métiers et de Sciences Po, moi-même de Sciences Po, et donc c'est comme ça qu'on a pu faire connaissance et s'apprécier mutuellement. Et puis lorsque le think tank a été lancé, la question s'est posée de savoir par quoi commencer, et finalement j'ai été sollicité à cette occasion pour former un binôme avec Stéphane, pour travailler sur cette question des technologies, qui est, à mon sens, extrêmement intéressante. Là encore, une alliance entre sciences sociales et sciences pour l'ingénieur. Finalement, alors je ne vais pas vous résumer l'ensemble du rapport qui est disponible en ligne sur le site du think tank, mais finalement, il me semble qu'une conclusion intéressante de ce rapport est que nous avons observé une forme de paradoxe. En 2019, c'était le cas en tout cas. La technologie est à la fois quelque chose qui est un peu dévalorisé, mais qui en même temps est très apprécié aussi, comme on peut le voir dans des sondages par exemple qui peuvent être menés auprès des lycéens. On retrouve quelque part une forme d'opposition entre la techno, qui a une image peut-être un petit peu vieillotte, et d'un autre côté, la tech, qui elle, au contraire, fait moderne. Les biotech, les fintech, etc., etc. Et le rapport se faisait l'avocat d'une réappropriation par la communauté arts et métiers de ce champ de la technologie en vue de le valoriser, justement. Sachant que, au sein de la communauté, déjà, nous disposions de compétences au regard de l'ensemble des principaux champs technologiques que nous avions identifiés à l'époque, notamment sur la base d'un rapport de l'Académie des technologies. Depuis 2019, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, justement. La première chose, l'école a changé d'identité. À l'époque, nous étions encore arts et métiers ParisTech. Et nous sommes ensuite devenus arts et métiers, sciences et technologies. Et quelque part, ce rapport, je pense, a contribué à ce changement de nom. En tout cas, c'est ce que nous avons pu échanger à l'époque avec la gouvernance de l'école. Ça a été une source d'inspiration. Et puis, depuis également, je pense qu'il y a eu des évolutions par rapport au positionnement de l'école vis-à-vis de la technologie. Par exemple, l'intégration extrêmement importante de l'intelligence artificielle dans des programmes de recherche de l'école, mais également dans l'enseignement, le développement des jumeaux numériques qui se fait dans l'école, le développement des ELF, des Evolutive Learning Factories aussi. Tous ces phénomènes-là témoignent, à mon sens, de cette réappropriation par l'école de la technologie et dans une logique qui est réellement valorisée. Vous citez un écrivain français, Paul-Émile Victor, qui est également explorateur polaire, scientifique, ethnologue, qui est décédé en 1995 et qui déclare « La seule chose que l'on est sûr de ne pas réussir est celle que l'on ne tente pas ». Est-ce que cette phrase caractériserait votre parcours, Marc Lassagne ? Cette citation fait en effet écho pour partie à mon parcours, dont les expéditions polaires sont toutefois absentes. Il me semble qu'elle renvoie à une forme de remise en cause d'une idéologie du contrôle. Force est de constater, tant à l'échelle individuelle que sociétale, et surtout dans le monde actuel, que l'on ne maîtrise pas grand-chose. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'on doive se laisser porter par les circonstances. Il s'agit plutôt en pratique de s'interroger sur la manière dont il convient d'agir face aux incertitudes auxquelles nous faisons face. En d'autres termes, on tente, mais on ne sait pas ce qui va se produire. C'est ce que nous dit Paul-Émile Victor. Et cette question de la prise de décision face à l'incertitude est au cœur de mon programme de recherche. Et est au cœur aussi de ses déclinaisons en enseignement, que ce soit à travers les formations que nous évoquions précédemment, ou des enseignements que j'assure dans le cadre du programme Grande École. In fine, cette citation renvoie à une problématique centrale en management des risques, mais aussi, plus généralement, dans le devenir d'un ingénieur innovant et responsable, ce qui me semble assez bien caractériser l'ingénieur arts et métiers. Il s'agit de la question de l'audace, mais plus encore de l'audace fondée en raison. Et si cette problématique structure mon parcours, elle est aussi et surtout ce que j'essaye d'investiguer et de transmettre, et elle sous-tend les compétences que j'espère accompagner à construire chez les étudiants. Aider à penser l'incertain pour y faire face de manière raisonnable, c'est comme cela que je conçois ma mission d'enseignant-chercheur en sciences sociales à arts et métiers.
Merci Marc Lassagne d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, l'ICIFTech et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.